Passe d'armes diplomatique à l'ONU entre l'autorité palestinienne et le nouveau gouvernement israélien. Visite de l'esplanade des mosquées, sanctions israéliennes, saisie de la Cour de justice internationale. La question des tensions entre l'autorité palestinienne et le nouveau cabinet israélien, dominé par l'extrême droite, a donné lieu à une véritable passe d'armes successivement à l'Assemblée générale de l'ONU et au Conseil de sécurité. L'occasion aussi pour nous de revenir sur ce dossier à la lumière des derniers développements. On le sait, l'arrivée de Benjamin Netanyahou à la tête d'un gouvernement d'extrême droite qui inquiète à l'intérieur comme à l'extérieur de la région. Et pour nous en parler aujourd'hui, Grégory Mosé, chargé de communication et de plaidoyer à l'ABP, l'association belgo-palestinienne. Grégory Mosé, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors on va rentrer peut-être dans le vif du sujet tout de suite. L'arrivée de ce gouvernement d'extrême droite en Israël, une surprise selon vous? Non, on ne peut pas dire que c'est une surprise. C'est la conséquence logique de décennies de radicalisation de la société israélienne. Aujourd'hui, on voit que ce qu'on appelle le camp de la paix israélien, il a pratiquement disparu du paysage politique israélien. Et ce qu'il en reste, en quelque sorte, a peur de son ombre, dans le sens où il refuse d'apporter une alternative au discours radical de domination des Palestiniens qui est porté par la droite. Et donc, ils évitent le sujet. Et donc, en fait, au final, ils n'ont pas grand-chose à proposer à part s'opposer à Netanyahou. Alors qu'à l'opposé, dans le bloc de droite dirigé par Netanyahou, on a vraiment un ensemble cohérent, un projet politique cohérent autour à la fois du rejet des valeurs progressistes du libéralisme politique et culturel, d'une part, et d'autre part, et surtout, sur le soutien à un projet de domination coloniale et de soumission des Palestiniens, qui malheureusement aujourd'hui est majoritaire dans la société israélienne. Alors Netanyahou qui a cédé à toutes les exigences, notamment d'Itamar Ben-Gvir, le chef de forces juives, et de Bezalel Smotrich, le leader des sionistes religieux, pour pouvoir finalement former son gouvernement. Alors, céder ou accepter volontiers, est-ce qu'il y a une nuance à faire peut-être ? En réalité, ils partagent le même fond idéologique par rapport à la question palestinienne, mais ils ont une stratégie qui diverge un peu. Donc Netanyahou, on a vu que c'est un leader c'est un roublard, il est habitué à diriger. Et donc il sait que pour mener à bien le projet de dépossession du peuple palestinien, il vaut mieux le faire discrètement à l'abri des caméras et continuer tranquillement la colonisation sans faire de vagues. Alors que Ben-Gvir et Smotrich, et donc la mouvance sioniste religieuse, qui est vraiment une mouvance fanatique, vraiment qui représente ce qu'il y a de pire de l'extrême droite violente coloniale israélienne, eux, ils sont dans une stratégie de la tension permanente, et donc où il faut multiplier les provocations, comme on l'a vu récemment là sur l'esplanade des mosquées. Donc multiplier les provocations pour espérer susciter une réaction palestinienne qui, à son tour, pourra justifier davantage de répression et de violence contre les Palestiniens. Donc là, on voit que c'est deux stratégies qui sont un peu différentes et donc qui peuvent potentiellement entrer en tension. Mais au final, ils partagent le même fond idéologique par rapport à la question palestinienne. Alors, il faut souligner que le visage de ce nouveau gouvernement n'a rien à voir avec les précédents. C'est un discours raciste, suprémaciste, qui s'étale au grand jour, finalement. Oui, tout à fait. C'est la grande différence par rapport au précédent gouvernement où, qui avait les faveurs des chancelleries occidentales parce qu'on parlait d'un gouvernement du changement, etc. Mais en réalité, on voit qu'il n'y a pas une énorme différence par rapport à la politique au projet par rapport aux Palestiniens. Et donc oui, là on voit qu'il y a cette volonté d'afficher clairement. C'est ça, tout à fait. Oui. Alors par son projet politique, par les personnalités qu'il met en place, par les nouvelles dispositions qui ont été adoptées en amont de la formation de ce gouvernement Netanyahou, Grégory Mosé, est-ce qu'il constitue un danger majeur pour la population, disons, palestinienne ? Oui, tout à fait. Faut bien prendre conscience que dans les négociations entre Netanyahou et ses alliés les plus radicaux, pour s'assurer d'arriver au pouvoir, il a vraiment cédé à toutes leurs exigences et on peut dire qu'il a clairement donné les clés du destin des Palestiniens dans les mains de ministres ouvertement racistes, qui sont partisans du suprémacisme racial, qui sont d'ailleurs partisans de la déportation en masse des Palestiniens. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des menaces très pressantes auxquelles les Palestiniens font face, notamment donc Ben-Gvir, donc qui prend en charge le contrôle des polices israéliennes, et notamment la police en charge des questions palestiniennes. Il a annoncé qu'il voulait lui garantir l'immunité la plus totale par rapport aux violences contre les Palestiniens, et quand on voit que pour l'instant il y a déjà une impunité pratiquement totale, on peut vraiment craindre le pire. Alors une petite parenthèse au chapitre des réactions après donc la nomination de ce nouveau gouvernement israélien d'extrême droite. J'ai relevé celle
de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui n'a ainsi pas eu un seul mot sur la feuille de route de coalition de Netanyahou dans le message de félicitations qu'elle lui a adressé. C'est une surprise selon vous ? Non, malheureusement, c'est pas une surprise parce qu'elle s'était déjà rendue en Israël en juin 2021 pour conclure un partenariat gazier avec Israël. Et à l'époque non plus, il n'y avait pas eu un seul mot pour la situation des Palestiniens, la poursuite de la colonisation, etc. Et on aurait pu penser que le fait qu'un gouvernement affiche aussi clairement ses intentions par rapport aux Palestiniens, donc il y a écrit noir sur blanc qu'ils vont coloniser à tout va, qu'ils vont continuer à l'oppression des Palestiniens, même s'ils ne prononcent pas le mot palestinien, si je ne me trompe pas. Ils disent qu'il y a aussi un droit exclusif du peuple juif sur le territoire qui va de la Méditerranée au Jourdain. Donc, ce qui est une manière de dire que les Palestiniens n'ont aucun droit sur une quelconque parcelle de ce territoire. Et donc, le fait que ce gouvernement affiche aussi clairement ses intentions, on aurait pu imaginer que l'attitude de la Commission aurait été différente. Mais on voit malheureusement que la Commission reste dans une vision court-termiste, où on s'intéresse à la question palestinienne qu'à partir du moment où il y a des violences, sans s'intéresser au fait que ces violences, elles sont causées par la situation d'oppression silencieuse que subissent au quotidien les Palestiniens. Et c'est quelque chose qui pose vraiment en question pour la crédibilité du discours en matière de droits de l'homme et de droit international de l'Union européenne, parce qu'on a vu qu'il a fallu que quelques jours pour que l'Union européenne sanctionne lourdement la Russie après qu'elle ait envahi une partie du territoire ukrainien. Et or, ça fait 55 ans qu'Israël occupe l'intégralité du territoire palestinien et qu'elle a subi aucune conséquence jusqu'à présent. Et donc, indépendamment de la sympathie qu'on peut avoir pour la cause palestinienne, c'est quelque chose qui devrait tous nous interroger sur un espèce de deux poids deux mesures par rapport à notre application sélective du droit international et des droits humains. Comment est-ce qu'on peut encore avoir une crédibilité quand on dénonce les droits, le mépris du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Ukraine, quand on ferme les yeux sur ce même mépris en Palestine. Et vous l'avez dit, la politique européenne qui suit son schéma deux poids deux mesures. Alors, vous avez publié récemment un communiqué de presse sous le titre « Des sanctions pour stopper », je cite, « l'agenda colonial, raciste et annexionniste de Netanyahou ». Vous passez en revue en quelque sorte toutes les dérives de ce nouveau gouvernement et vous appelez à des actions fortes. Oui, comme j'ai dit, donc ce gouvernement il annonce clairement la couleur. Et donc pour nous, il y a une très grande responsabilité dans cette situation, dans le silence de la communauté internationale. Donc en 2015, quand Netanyahou formait déjà le gouvernement le plus à droite de l'histoire, en fait la feuille de route qu'il avait publiée à l'époque, elle était beaucoup plus modérée. Donc on voyait qu'il essayait d'apaiser la communauté internationale, il disait qu'il fallait relancer la paix avec les Palestiniens, etc. Et maintenant, on voit que 7 ans plus tard, avec un gouvernement plus ou moins de la même composition, il n'y a rien de tout ça. Donc, comme j'ai dit, ils affichent clairement leurs intentions par rapport aux Palestiniens. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux déclarations gouvernementales ? C'est pas que le gouvernement de Netanyahou, la coalition gouvernementale de Netanyahou serait devenu plus radical. Ils partagent le même projet politique qu'avant. Mais la différence, c'est qu'ils ont vu que toutes les lignes rouges qu'ils ont franchies les unes après les autres, ça a été assorti d'aucune réaction occidentale ou de la communauté internationale par rapport à ça. Et donc ils ont même vu qu'au contraire, ils ont progressé au niveau de leur respectabilité internationale avec les accords d'Abraham qui ont été conclus avec un certain nombre de pays arabes. Et sans qu'il y ait eu aucune avancée sur la question palestinienne. Et donc, selon nous, ce qui peut faire changer Israël de trajectoire par rapport à la question palestinienne, c'est vraiment une réaction forte de la communauté internationale et donc des sanctions. Et pour nous, ça commence par, ce qui nous concerne, c'est que l'Union européenne et la Belgique interdisent tout commerce avec les colonies israéliennes situées en territoire palestinien occupé, ce qui par ailleurs n'est même pas une sanction parce que c'est simplement se conformer à notre obligation de ne pas porter assistance à des violations du droit international. Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants les accords d'Abraham. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Netanyahou peut franchir, disons, le Rubicon, annexer encore plus de territoires, formellement des territoires palestiniens, au risque de mettre à mal donc les relations normalisées avec certains pays arabes ? Effectivement, les pays arabes qui avaient normalisé leurs relations avec Israël donc courant 2020 avaient posé comme exigence le fait que Netanyahou renonce à son projet d'annexer une partie de la Cisjordanie, donc à l'époque c'était la vallée du Jourdain. Mais en fait, il y avait dans cette demande une très grande hypocrisie, en fait, parce que dans les faits, Israël impose déjà son contrôle sur l'ensemble du territoire qui va de la Méditerranée au Jourdain. Il y a des lois israéliennes qui interdisent de faire la distinction entre les colonies et les implantations situées sur le territoire internationalement reconnu d'Israël.
Les cartes israéliennes, il n'y a aucune carte qui montre une distinction entre le territoire palestinien et le territoire israélien. Et évidemment, on voit bien qu'Israël dispose du territoire palestinien comme si c'était son propre territoire et qu'il l'exploite aux dépens de sa population autochtone palestinienne. Donc tout ça pour dire que l'annexion, dans les faits, elle a déjà eu lieu sans qu'il y ait eu besoin de franchir ce cap. Et donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas que Netanyahou va faire ce véritable bras d'honneur à la communauté internationale en franchissant le cap d'une élection formelle, parce qu'il est au courant que franchir ce cap, ça forcerait la communauté internationale à cesser de jouer à la comédie et de prétendre croire encore en une solution à deux États. Par contre, ce à quoi on va assister, c'est le passage progressif de la gestion des affaires palestiniennes. Donc pour l'instant, c'est géré par le ministère de la Défense, donc comme une question d'occupation de territoire, et de faire passer ses compétences vers des affaires des ministères civils israéliens, et donc en gros de faire passer la gestion de la question palestinienne comme une affaire strictement interne israélienne. Et donc c'est un signe, encore une fois, qu'on voit qu'Israël a de moins en moins peur d'assumer qu'il pratique des politiques discriminatoires et de ségrégation, et donc d'apartheid, de domination contre les Palestiniens. Alors, on va s'y intéresser à présent, si vous le voulez bien, Grégory Mosé, au dernier numéro de l'ABP, un article sous le titre, je lis, « Sans décolonisation, la libération n'a pas d'avenir en Palestine ». Il s'agit en fait d'un nouveau rapport de l'ONG palestinienne Al-Haq qui revient sur des décennies d'analyse de l'apartheid par la recherche en milieu universitaire et aussi par, disons, des plaidoyers de la société civile. Quelques explications peut-être ? Oui, donc on a vu depuis quelques années qu'il y a de plus en plus d'ONG, de personnalités politiques, d'académiques qui n'ont plus peur de qualifier Israël de régime d'apartheid. Donc l'apartheid, c'est la domination d'un groupe sur un autre au moyen de lois, de pratiques et de politiques discriminatoires. Et donc il y a de plus en plus d'ONG qui se rallient à ce constat. Donc il y a notamment l'année passée, au début de l'année, l'ONG Amnesty International qui a qualifié Israël, qui a accusé Israël de pratiquer l'apartheid. Et donc on peut se féliciter de ça. Mais donc ce que Al-Haq et d'autres organisations palestiniennes veulent souligner, c'est que l'apartheid, ce n'est qu'un moyen, un outil au service d'un projet plus large qui est donc l'idéologie de colonialisme et de peuplement, donc l'idéologie qui postule qu'il faut conquérir un territoire et imposer sa domination à ses habitants et s'accaparer le territoire aux dépens de la population originelle. Et donc ça peut ressembler à une nuance technique, mais en fait c'est très important si on veut la justice en Israël et en Palestine, parce que donc l'auteur de cet article, donc elle prend l'exemple sud-africain qu'en Afrique du Sud. Donc on a fait tomber l'apartheid et donc on a accordé l'égalité formelle des droits aux populations noires. Mais dans les faits, les structures de domination sont restées les mêmes parce qu'on n'a pas remis en cause l'idéologie coloniale qui était au fondement de ce régime. Et donc résultat, aujourd'hui, les inégalités sont pratiquement les mêmes. Les inégalités sociales qui recoupent les inégalités raciales sont pratiquement les mêmes que du temps de l'apartheid. Et donc il faut vraiment s'attaquer à cette idéologie coloniale de peuplement pour vraiment aller vers un chemin vers une justice en Palestine. Voilà. Alors pour certains, notamment le professeur Béchar Akader, tous les gouvernements israéliens, disons, se ressemblent, droite, gauche, centre. Aucun gouvernement israélien n'a accepté le principe d'autodétermination du peuple palestinien et aucun n'a qualifié la Cisjordanie de territoire occupé. Je pense que vous rejoignez cette analyse. Oui, absolument. Et je pourrais même dire que l'extrême droite pratique tout haut ce que l'écrasante majorité de l'establishment politique israélien pense et pratique tout bas. Et il y a notamment eu un rapport très intéressant de l'ONG israélienne pacifiste La Paix Maintenant, donc qui lutte contre l'occupation, donc qui a fait une analyse de un an donc de gouvernement sans Netanyahou, donc en juin 2021. Il y a eu donc un gouvernement donc qui a vu le jour avec des partis très différents, avec notamment deux partis qui se réclament de la gauche sioniste, donc qui a vu le jour pour mettre dehors Netanyahou. Et donc pendant une année de gouvernement, donc l'organisation La Paix Maintenant a analysé la politique palestinienne et l'a comparée à la moyenne des années Netanyahou. Et donc en fait, il ressort de cette analyse que ce soit au niveau des destructions de structures palestiniennes, que ce soit au niveau de construction de logements dans les colonies, le bilan de ce gouvernement du changement est pire que la moyenne des années Netanyahou. Okay. Et on voit aussi que donc 2022 a été l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis 2005, donc avec environ 180 Palestiniens tués, dont un quart d'enfants. Et donc, ce qui est un bilan, ce qui est le bilan qui est pire, en fait, que chaque année, il n'y a aucune des années sous Netanyahou qui a été pire que le bilan humain en Cisjordanie de ce précédent gouvernement qui a été dirigé par Yair Lapid.
Et donc je ne vais pas dire par là que Netanyahou serait foncièrement plus humaniste que son prédécesseur, mais je veux dire par là que la véritable question, c'est pas la composition de tel ou tel gouvernement, mais c'est bien la nature profondément coloniale et d'apartheid de ce régime. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer plutôt qu'à la composition de tel ou tel gouvernement. Alors vous avez évoqué il y a quelques instants la paix maintenant. À l'intérieur d'Israël, des voix s'élèvent contre ce gouvernement. Une marche d'ailleurs a eu lieu ce week-end qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Tel Aviv. Il dénonce bien sûr la présence d'extrémistes et le danger qu'ils représentent selon eux pour la démocratie. Est-ce que la démocratie est réellement menacée en Israël par cette arrivée en force de l'extrême droite ? Oui. Donc on voit en fait que le gouvernement actuel, il essaie d'aller vers un modèle de régime illibéral à la Viktor Orban en Hongrie. Et donc ça suscite de fortes réactions en Israël, donc avec cette marche que vous mentionnez ce week-end. Et donc on peut en un sens se féliciter de ces réactions, mais il faut bien prendre conscience que pour la majorité des opposants à Netanyahou, le problème c'est que ce gouvernement s'attaque à l'ancrage d'Israël en tant que démocratie occidentale, moderne, etc., ancrée dans le libéralisme, etc., et qu'en fait ces opposants à Netanyahou se désintéressent assez largement de la question palestinienne. Et dans une large mesure, même, ils sont pas en désaccord avec la politique anti-palestinienne portée par la droite. Et donc ça, faut vraiment avoir conscience de ça. À côté de ça, il y a une partie des Israéliens qui militent vraiment pour des convergences entre les luttes sociales israéliennes et la lutte pour l'égalité avec les Palestiniens et la lutte contre l'occupation. Et ça, c'est des mobilisations qui forcent le respect parce qu'on sait que qui se mobilisent dans un contexte extrêmement hostile avec une criminalisation de la solidarité avec les Palestiniens, etc. Mais il faut aussi prendre conscience que malheureusement, c'est une tendance qui est très minoritaire, y compris parmi les opposants à Netanyahou. Alors, ça, c'était à l'intérieur d'Israël. Maintenant, à l'extérieur, l'un des principaux alliés, sinon l'allié principal des États-Unis, d'Israël, c'est les États-Unis. Alors, ce nouvel exécutif israélien, le plus radicalement à droite de l'histoire d'Israël, crée en tout cas un gros malaise, d'après les spécialistes à Washington. Mais d'après vous, Grégory Mosé, est-ce que cela ne devrait pas changer grand-chose, vu la puissance du lobby israélien aux États-Unis ? Oui, je pense que malheureusement, Biden avait annoncé la couleur en arrivant au pouvoir. Il allait pas suivre aveuglément la politique israélienne comme l'avait fait Trump. Mais par contre, il avait dit que ça allait pas être son sujet et qu'il avait d'autres priorités géopolitiques. Et là, malheureusement, on ne peut pas s'attendre à des grands changements à court terme. Par contre, ce qui est plus encourageant, c'est qu'on voit qu'au sein notamment de la communauté juive américaine, il y a vraiment une hostilité croissante envers la politique d'apartheid israélien. Il y a de plus en plus d'organisations juives qui se dissocient ouvertement du gouvernement israélien. Il y a notamment un collectif de 300 rabbins qui ont annoncé qu'ils n'auraient aucune relation avec le prochain gouvernement. Donc ça, on peut espérer notamment que ça pèse au final sur les politiques... le personnel politique américain, où on voit aussi notamment Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, etc., qui eux sont beaucoup plus critiques du gouvernement israélien que par le passé, alors qu'à l'époque, il n'y avait aucune... l'alliance était bétonnée, si on peut dire, alors que maintenant, on commence à entendre des voix qui disent, oui, il faut peut-être conditionner l'aide massive qu'apportent les États-Unis au gouvernement israélien à des améliorations sur le plan de la question palestinienne. Alors peut-être une question ou deux avant de nous quitter, Grégory Mosé. Pour soutenir la cause palestinienne, BDS reste encore plus d'actualité. Alors BDS, je rappelle, c'est la campagne boycott, désinvestissement, sanctions. Oui, tout à fait. Donc c'est une campagne qui est issue de la société civile palestinienne et qui demande donc l'isolation maximale d'Israël jusqu'à ce qu'il se conforme à ses obligations internationales au regard des Palestiniens. Et oui, effectivement, le fait que le gouvernement israélien affiche aussi clairement sa carte de visite par rapport à la répression contre les Palestiniens, c'est vraiment une invitation à rejoindre le mouvement BDS. Et on espère que le mouvement BDS sortira de l'isolement dans lequel il est, et la criminalisation dont il fait l'objet dans certains pays même, et qui soit vu à juste titre comme un des derniers moyens de mobilisation pacifique de la société civile, de solidarité avec le peuple palestinien. Alors, peut-être le mot de la fin, un message à faire passer dans ces moments où un petit peu ce dossier est sous les radars des médias occidentaux. Oui, comme je disais tout à l'heure, la seule chose qui peut vraiment faire changer les choses, faire dévier Israël de la trajectoire dans laquelle elle est par rapport aux Palestiniens, c'est vraiment la pression internationale.
Et pour ça, il faut que les dirigeants soient convaincus qu'il y a une urgence à saisir de cette question. Et pour cela, il faut que les citoyens se mobilisent et fassent entendre leur voix auprès des dirigeants pour qu'on arrête d'ignorer les violations massives des droits des Palestiniens par Israël. Et donc, une des solutions à court terme pour renforcer cette mobilisation et envoyer ce message aux dirigeants, c'est de signer l'initiative citoyenne européenne pour interdire les produits des colonies israéliennes situées en territoire occupé. Donc, l'initiative citoyenne européenne, c'est une pétition à l'échelle européenne qui, lorsqu'elle rassemble 1 million de signatures à l'échelle européenne, ça force la Commission européenne à se saisir de la question qui est posée. Et donc on a jusqu'à environ le 20 février pour rassembler ces signatures. Et donc même si on n'y parvient pas, le fait d'avoir un maximum de signatures en Belgique, ça peut contribuer à envoyer un message aux politiques qu'il y a un grand nombre de citoyens belges qui veulent des actions de la part du gouvernement. Et donc ça peut notamment renforcer ceux qui sont au sein de la Vivaldi, le gouvernement belge, sont partisans d'une telle interdiction. Là, on sait qu'il y a des discussions en ce sens pour le moment, mais que c'est un fort sujet de clivage entre la gauche et la droite. Mais donc, le fait de signer cette pétition, ça peut envoyer le message que c'est important de se saisir de ce sujet. Et donc, j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur la page www.madeInillegality.org, donc en un mot, Made in Illegality. Et donc, à signer cette pétition et à la partager massivement autour de vous. C'est important parce qu'il nous reste qu'un petit mois et demi. Et voilà, c'est un petit geste qui prend 30 secondes et qui nous aide beaucoup. Voilà, c'était donc la conclusion de Grégory Mosé. Je rappelle que vous êtes chargé de communication et de plaidoyer à l'association belgo-palestinienne. Merci pour votre analyse. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'info.